entreprises, ouverture dominicale pour concurrencer Londres, censé happer les touristes adeptes du shopping ou encore adaptation de réformes faites en Allemagne comme le désormais fameux transport par autocar, le gouvernement Valls n'en finit pas de rompre avec les logiciels de la gauche traditionnelle, des réformes qui peuvent décevoir à gauche mais également séduire au centre. Pour nourrir le débat, nous sommes allés à Londres et à Berlin faire réagir nos voisins aux discours hexagonaux. Qu'en pensent ceux qui ont connu le Labour de Tony Blair ou le SPD de Gerhard Schröder, auquel François Hollande a d'ailleurs rendu hommage? Journalistes, économistes ou députés, quel regard portent-ils sur le modèle allemand ou la concurrence british telle qu'en parlent nos politiques? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, la France vue de Londres et de Berlin. Donc vous étiez à Paris pour les attentats? Oui, j'étais arrivé le mercredi soir et Hollande, c'était impressionnant, émouvant et terrifiant. Après les attentats, François Hollande était à Davos. C'était un de ses premiers déplacements, on va dire, importants après les attentats en France. Je voulais vous montrer le discours qu'il a tenu justement devant les entreprises. Aujourd'hui, je suis venu adresser un message de responsabilité. Le monde fait face à des défis. On les connaît, menaces terroristes, défis climatiques, et puis l'enjeu de la croissance mondiale, la croissance en Europe. Les États doivent prendre leurs responsabilités, c'est ce que fait la France. Alors je vais dire aux entreprises, aux grandes entreprises, compris aux entreprises de la finance, qu'elles doivent elles aussi prendre leurs responsabilités. Sur la croissance en France et en Europe, la France a fait des efforts, la France est de plus en plus compétitive. Les entreprises du monde entier doivent y investir. Et c'est le message que je vais prononcer ici. Voilà, il faut prendre ses responsabilités. Il y a eu les attentats, la conférence sur le climat, et les entreprises doivent prendre leurs responsabilités. Pour moi, ce n'est pas un terrain qu'il aime, ce n'est pas un terrain, l'économie, l'entreprise, où il se sent sûr de lui. Et pour moi, c'est patent, c'est visible, on le sent mal à l'aise. Vous le sentez mal à l'aise? Moi, je le sens mal à l'aise. Il n'est pas sûr de lui, il hésite, il ne trouve pas ses mots, il n'est pas confiant. Et je pense que ça résume bien le problème d'Hollande. Et peut-être en partie de la France, mais surtout d'Hollande. C'est quelqu'un de fondamentalement décent, je le crois. De fondamentalement décent. Décent. Décent, c'est un homme décent qui veut bien faire, mais il est tiré il ne se sent pas à l'aise dans ce monde de l'entreprise, de l'économie, de la croissance, de Davos, de tout ça. Oui, c'est pas son parcours. C'est pas son parcours. C'est pas son histoire. Pas son histoire du tout. Il préférerait pas avoir à en parler, je pense. Et vous avez toujours des activités de journaliste ou plus du tout? Oui, j'écris pour le Financial Times et pour les autres, et pour les magazines. Et aussi j'écris sur la France, mais là les éditeurs français, ils veulent pas un anglais qui écrit sur les sujets français. Sauf si on dit quelque chose de complètement ridicule. Ah oui, parce que là c'est waf-waf, ces anglais qui disent n'importe quoi. Soit ils ont assez du French bashing. Les États doivent prendre leurs responsabilités, c'est ce que fait la France. Et en Europe, elle fait en sorte que la croissance puisse être au premier rang de nos priorités. Le problème, c'est que bon, c'est vrai, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il y a les énormes défis. Un des gros problèmes, c'est pas seulement pour la France, mais ça applique à la France, c'est que beaucoup de ce discours est basé sur la croissance. Absolument. Et il n'y a pas de croissance. Vous dites quoi? Il parle trop de la croissance, alors il est trop accroché à la croissance, la croissance comme si c'est le grand mot qui va nous sortir de tous nos problèmes. Évidemment, ça sera merveilleux de l'avoir, mais la réalité, c'est qu'on n'aura pas de croissance, pas en Europe surtout, avec le système. Mais c'est un mot qu'on entend beaucoup chez les politiques français. Est-ce que par exemple en Angleterre, c'est un mot qu'on entend autant, la croissance, ou alors c'est quelque chose d'un peu abstrait qui n'est pas autant utilisé? Beaucoup, on entend growth comme ça beaucoup moins en Angleterre actuellement. Et surtout avec le gouvernement actuel, c'est plutôt une question de mettre les finances de l'État dans un état plus sain.
C'est ça, le grand débat. Mais par exemple, on voit le Parti travailliste en opposition qui, eux aussi, ils vont couper les dépenses de l'État. Il n'y a pas de doute de ça. Donc c'est un discours un peu différent là. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? C'est un discours plus concret, recette contre recette, solution contre solution Oui, en France, on aime les grandes phrases. C'est ça, c'est merveilleux la France comme ça. Vous avez toujours inspiré le monde avec des grands discours. Pour commencer avec la Révolution, liberté, égalité, fraternité, etc. Et la croissance, pour vous, c'est ça? C'est égalité, fraternité, croissance, c'est ça? Ça devait être, mais c'est le problème, le manque de croissance et la politique économique, je trouve, en France, et la façon dans laquelle la classe politique a géré la France, fait que liberté, égalité, fraternité est un peu vide pour beaucoup des citoyens. Je pense que le discours politique en France est beaucoup plus philosophique. Le discours en politique en Grande-Bretagne, à mon avis, est beaucoup plus concret. Donc en France, on parle des idées. En Grande-Bretagne, on parle beaucoup plus de mesures pratiques qui ont un impact positif sur l'économie en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, peut-être plus, on est plus proche des États-Unis en tant que notre approche pour l'économie, et à mon avis, c'est beaucoup plus pratique. Et on le voit en tant que le taux de chômage ici, 6%, en France, 10 ou 11%. Moi, je préfère les mesures pratiques à la philosophie. Je vais vous confier mon secret, ce secret que j'ai gardé depuis longtemps, mais que vous avez sans doute découvert. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Voilà, j'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. En fait, c'est beaucoup disent alors que c'est un peu là-dessus qu'il s'est fait élire. Déjà, je pense qu'il faut faire la différence. À Davos, il était devant les entrepreneurs, les hommes d'affaires, dans un monde qui n'est pas le sien. Là, il est dans son monde et il parle à ses militants. Il est sûr de son soutien, il est sûr de lui. Il parle avec passion, avec conviction, et je suis sûr qu'il le croit. Sincèrement. Le problème, c'est que, pour un anglo-saxon, c'est un discours qui est très difficile à tenir. Et c'est un discours que tient Ed Miliband, le leader du Parti travailliste en Grande-Bretagne, qu'il faut évidemment contrôler, maîtriser le monde de la finance. Mais pour dire, mon ennemi, c'est le monde de la finance, c'est un discours, je pense, pour nous, Anglais, pour un Américain aussi, pour les Anglo-Saxons, ce n'est plus tenable comme discours. En prononçant des propos comme ça, il s'est rendu la tâche de réformer l'économie française, d'avancer avec le soutien du monde de l'entreprise. Il s'est rendu la tâche plus difficile. C'est un discours nécessaire pour se faire élire, peut-être. Mais si ça lui a aidé après, je le doute. Oui, ça a été un discours empoisonné. Alors après ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce discours, il n'a pas tenu par la suite. Et il y a quelques mois, d'ailleurs, Michel Sapin, ministre des Finances, est revenu justement sur la finance, qui est finalement pas si ennemie que ça. Je voulais vous montrer. La bonne finance, c'est celle qui permet à des particuliers d'acheter leur appartement, leur maison, de construire leur maison, donc de soutenir le logement. Et c'est cette finance-là que nous devons appuyer. Alors, n'ayons pas des visions qui soient des visions monolithiques. Le président de la République, dans la campagne électorale, a dit « Mon ennemi, c'est la mauvaise finance ». Il a dit « Mon ennemi, c'est la finance de la spéculation ». La bonne finance, c'est celle qui est au service de l'économie, c'est celle qui est au service des hommes et des femmes de ce pays. Voilà, mon ennemi, d'ailleurs, lui, il reprend mon ennemi, effectivement, c'est la mauvaise finance. Selon vous, c'est quoi? C'est un ajustement? C'est une précision nécessaire. Mais alors vous, quand vous voyez ça, effectivement, cette espèce de débat sur la bonne et la
mauvaise finance, hein, comme ça présenté par Michel Sapin, vous dites c'est vraiment un exotisme français, une particularité française, cette espèce de Moi, je me rappelle débat quand j'étais en France, je pense que la France a une attitude très particulière par rapport à la finance et même au capitalisme. Moi, j'étais en France à l'époque où il y avait un sondage qui révélait que une majorité des Français, ou je ne sais pas quel pourcentage, peut-être 40%, 50% des Français trouvaient que le capitalisme n'était pas le meilleur système pour gérer le monde, quoi. Que le capitalisme, c'était pas ce qu'il nous fallait. La France a une attitude que parfois je trouve admirable. Oui, parce que je précise que vous travaillez pour le Guardian, qui est censé être un journal, on va dire, de gauche. Hein, je précise pour non, ouais, mais gauche et droite sont relatifs. Pour nous, Tony Blair, bon, c'est discutable, mais le gouvernement Blair, c'était un gouvernement de gauche. Sur beaucoup de points, il était bien à droite que Nicolas Sarkozy, par exemple. Donc tout est... Et c'est très très difficile de comparer, parce que nos conceptions des termes sont tellement différentes. D'accord, donc Guardian, ça veut dire à droite de Nicolas Sarkozy. Non, je plaisante. Non, ça ne veut pas. On l'a entendu, les Anglais ont un point de vue assez tranché par rapport au débat franco-français. Mais qu'en pensent les Allemands, notre partenaire historique, notamment le SPD, parti de gauche social-démocrate dont François Hollande avait dit vouloir s'inspirer pour ses réformes. Marie, tu te souviens de quand est-ce qu'il parle de responsabilité, Hollande ou Valls? Je vais regarder, je pense que je l'ai quelque part. Non, mais c'est vrai que ce mot de responsabilité, je me souviens qu'il revient dans plein d'extraits. Il revient à plein de plusieurs moments, reprises. mais je me rappelle Hollande à Davos. Je vais voir. Valls, je ne me rappelle plus où. Oui, responsabilité, ça, en effet. Aux entreprises, et aussi de prendre la responsabilité. C'est qui le dit ça? C'est Hollande. C'est Hollande, oui. Ouais. Peut-être Valls? Non, Valls. Oui, c'est Valls, c'est l'extrait 5. 7 décembre 14. Ah, à propos de l'entreprise. Oui, à propos de l'entreprise, d'accord, Voilà. ok. Et vous préférez lequel, le Hollande ou le Valls? N'importe, on va voir. Vous vous en fichez entre les deux. Ok. Bon, ben, on va voir ça alors. Mais ce que je demande au patronat, c'est d'être comme chacun d'entre nous, à la hauteur des responsabilités. Aujourd'hui, je suis venu adresser un message de responsabilité. Pour dire, nous n'arriverons à être à la hauteur des défis de la planète, nous n'arriverons à être ensemble efficaces que si il y a, chacun dans son rôle, des pays, le nôtre, des grandes entreprises qui prennent leurs responsabilités. Voilà, effectivement, il le dit, vous l'aviez... Voilà, il le dit et il le répète. Voilà, il le dit et il le répète, vous aviez bien retenu. Et alors ce mot, pourquoi ça vous a frappé? Je pense que son hypothèse, c'est de dire que le pouvoir légitimé démocratiquement, c'est-à-dire la gauche française, aurait déjà fait son boulot et que c'est maintenant au pouvoir économique de faire le sien. Et je dirais, d'un point de vue allemand, cette opposition entre le politique qui paraît être comme un bloc, n'est-ce pas, et l'économie qui est à côté, qui est comme un autre bloc, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir moins ici. Je dirais que la vision allemande de la société part plutôt d'une interpénétration, d'une sorte d'enchevêtrement de l'économique et du politique et du culturel qui fait le social. Tandis que, surtout dans la tradition, je crois, de la gauche française, on voit le politique comme quelque chose qui est là, mais pour faire échec et pour faire contrepoids à l'économie, qui est une sorte de pouvoir occulte qui, à la limite, pourrait corrompre la démocratie. D'accord, donc qu'est-ce que vous diriez? Il y a encore, il y a encore des progrès du à faire. républicanisme. Il y a encore des progrès à faire pour être dans la ligne allemande, social-démocrate allemande? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Moi, je pense c'est très bien qu'il y a des cultures politiques différentes, et je pense, pour être franc, que la social-démocratie allemande pourrait apprendre du socialisme français, cette conscience que le pouvoir politique ne se légitime pas seulement par son exercice, mais qu'il y a quelque chose qui est plus important
et que c'est la démocratie. Alors justement, à propos d'environnement et de cadre politique, il y a eu des changements ces derniers mois en France, on va dire 2 gros changements. Alors déjà, on a changé de Premier ministre en août dernier, et un Premier ministre qui a un discours assez nouveau pour le Parti socialiste, un discours qu'il a tenu dès son arrivée à Matignon, d'abord devant les chefs d'entreprise français, et puis à l'étranger aussi, en Allemagne, en Angleterre. Je vous montre. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Une immense majorité de nos concitoyens y travaillent. J'aime l'entreprise. Ich mag die Unternehmen. Alors ça, c'est un changement? Ah oui. Ça, c'est un changement très important, puisque les années que je vis en France et que je rencontre mes amis socialistes, j'ai plutôt entendu un discours lutte de classe. Et cela, même dans des temps de gouvernement socialiste français où on a fait une politique plutôt libérale. Oui, parce qu'on a joué le gouvernement Jospin, a fait une politique aussi parfois à la fin libérale. Voilà. C'est ça. Mais il y avait toujours eu un discours lutte de classe. D'accord. Et alors on a un peu méprisé les sociodémocrates allemands à cause de leur discours plutôt différencié en ce qui concerne les entreprises. Et je crois que ça, c'est vraiment un changement extraordinaire de voir la réalité des choses, qu'on a besoin des entreprises aussi, qu'on a besoin de leur succès et qu'on a besoin surtout aussi des entreprises privées. Parce que je crois que c'est un peu le succès en Allemagne, qu'on a beaucoup d'entreprises petites et moyennes, qui sont très très performantes sur le marché global, et c'est ce qui manque un peu en France. Moi, je pense qu'un social-démocrate allemand, à la limite, n'irait pas aussi loin, n'est-ce pas? Il ne dirait pas j'aime l'entreprise, parce que d'une certaine manière, ça va de soi. Il n'y a pas de nécessité de le dire. Depuis le programme de Godesberg, du Parti social-démocratique allemand, dans les années 50, c'est clair que la gauche allemande travaille dans le cadre de la société existante, c'est-à-dire parlementaire, démocratique, mais aussi capitaliste. D'accord, donc lui, il est obligé de le dire, quoi. Voilà, et lui, il est obligé de le dire, mais est-ce que, vous savez, en allemand, on dit placative, ostentatoire. Est-ce que cette phrase un peu qui va très loin, c'est presque une sorte de traîtrise, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ou est-ce que ce n'est pas une sorte d'expression d'un éloignement de fait qui fait que c'est tellement nécessaire de dire le contraire? De dire le contraire de quoi? De ce que pense la base, de ce que pense... De ce que pense, oui, le cœur de son propre parti. J'aime l'entreprise. Ich mag die Unternehmen. J'aime les entreprises. Grâce à la traduction, vous l'entendez. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici à la Cité. My government is pro-business. Je l'ai dit à Berlin en allemand, à Londres en anglais. Évidemment, le dire en chinois, c'est plus difficile pour ce qui me concerne. Mais enfin, on a bien préparé les choses. Et je le dis ici à Shanghai, Juan in Lai Fa Guo. Je pense qu'ainsi le message est clair. Juan in Lai Fa Guo, les entreprises chinoises sont les bienvenues en France. Je pense honnêtement, pour un Anglais, Valls, il est un peu Blair avec 10 ans de retard. Blair avec 10 ans de retard. Ah ouais, carrément. Tony Blair, il parlait tout le temps. Et c'est sympa ou pas? Quand vous dites pour un Anglais, c'est sympa ou pas de dire Blair avec 10 ans de retard? Enfin, avec 10 ans de retard, on imagine non, mais Blair, oui. Oui, c'est sympa. D'accord, parce que ça peut être pris comme une vacherie. Ah non, c'est sympa. Bah, ça dépend ce qu'on pense de Blair. Mais il a l'instinct, le même instinct qu'avait Tony Blair par rapport
à l'entreprise par rapport à ce qu'il faut pour faire vivre une économie. Mais du coup, ce discours, il vous paraît important parce qu'on peut dire finalement, c'est des mots pour prononcer comme ça à l'étranger, non? C'est un discours et il faut que ça soit suivi évidemment par des actes qu'on commence à voir, peut-être même si c'est assez modeste avec la loi Macron et tout ce qui a suivi ce discours. C'est des mots, mais c'est un début. D'accord. Donc du coup, son discours, il est quoi? Il n'est pas clair, il est flou, il est abstrait, c'est des déclarations. Il est général. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aime l'entreprise, exactement. Et pro-business, vous comprenez là, vous qui êtes anglais? Pro-business, oui, ça dira en Angleterre que, bon, peut-être il dira le pacte de responsabilité, c'est l'exemple de ça. Que pro-business, qu'on parle avec les affaires, qu'on n'est pas contre les sociétés. Mais évidemment, ça c'est dans un sens qu'il ajuste le tir comme ça, parce que certainement l'impression que le président Hollande et son premier gouvernement a donné, c'était que, comme disait Hollande, j'aime pas les riches, j'aime pas, et qu'avec ça, allez, j'aime pas les sociétés, j'aime pas le monde capitaliste. On a tout le discours en français. Oui, d'accord, donc c'est plus le contre-pied de ce... Il fait le contre-pied de ça. Et c'est vrai que Manuel Valls s'est beaucoup amusé à répéter cette phrase. Il en a fait même un gimmick de communication. Oui. Et quand il est venu dire ça à Londres, par exemple, ça a eu quel impact? Oh, les gens, je n'étais pas là moi-même, mais je connais des gens qui étaient là. Ils le trouvaient bien, mais il dit tout le temps... Le problème pour beaucoup des Anglais, surtout le City, les milieux d'affaires en Angleterre, c'est qu'ils sont convaincus, d'après moi, pas avec tort, que la France, l'emprise de l'État sur la politique en France reste toujours très très fort, etc. Et que, en fin de compte, c'est l'État en France qui va toujours primer sur le libéralisme des affaires. Et pour beaucoup des Français, des gens au gouvernement, les gens autour du gouvernement, même le mot libéralisme, c'est un mot très suspect. D'accord, ok. Donc c'est resté un discours un peu abstrait, ça n'a pas... Pour moi, je parle comme un vieux libéral dans tous les sens, mais donc je suis peut-être préjugé dedans. D'accord. Je voulais vous montrer un extrait sur le diagnostic, justement, qui porte une partie du diagnostic sur les problèmes de la France. Quel est le problème de l'économie française depuis maintenant plus de 10 ans? C'est le fait que nos entreprises sont beaucoup moins compétitives. Nous avons perdu du terrain par rapport à d'autres grands pays, les pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde bien sûr, mais d'abord par rapport à notre partenaire le plus proche, l'Allemagne. Et nous sommes en train de rattraper ce retard. Mais comment le faire? En baissant le coût du travail, les charges. Et là, les entreprises vont retrouver des marges, et c'est là où elles doivent embaucher, et c'est le fruit de ces discussions entre les partenaires sociaux. Et je vous le dis ici ce soir, moi je fais confiance aux partenaires sociaux, aux chefs d'entreprise comme aux représentants des salariés. Donc pas de trahison du patronat. Mais ce que je demande au patronat, c'est d'être comme chacun d'entre nous à la hauteur des responsabilités. Et de ne pas en permanence jeter dans l'arène des débats sur la suppression de l'ISF, sur la suppression du SMIC ou je ne sais quelle autre proposition. C'est-à-dire que le discours là qui tient... Ça peut être un discours de gauche en Angleterre, il n'y a pas de problème. Oui, dans des termes, et surtout en Allemagne, ça pouvait être. C'était après tout, c'était les sociodémocrates sous Schröder qui ont fait les gros réformes là, assez difficiles et qui étaient très pénibles pendant quelques années, mais après. Et c'est ça, je crois, la grande question pour la France, si je peux le dire comme étranger. Ça, j'ai horreur que les gens qui disent aux gens comment ils devaient agir, mais la question pour la France reste la question qu'on a évoquée il y a quelque temps. Est-ce qu'on veut une bonne qualité de vie et tous les avantages qui viennent du système actuel, mais qui appliquent à un nombre de plus en plus restreint des gens, en fin de compte, comme ça? Est-ce qu'on veut une société comme ça, qui est une société, en fin de compte, foncièrement inégale, comme ça, ou est-ce qu'on veut égalité, fraternité, etc. Bon, vous suivez toujours un peu ce qui se passe en France, hein? Oui, pas en profondeur, mais quand même. Alors, il a dit d'ailleurs un autre truc en Chine, d'ailleurs, qui peut être assez surprenant. Je voulais vous montrer. L'image selon laquelle nous ne réformons pas notre marché du travail et qu'il est impossible de licencier en France est une image fausse. La France est compétitive
C'est l'OCDE qui le dit. La protection de l'emploi est plus élevée en Allemagne qu'en France. On parle aussi beaucoup des 35 heures, mais ce n'est qu'une durée de référence. Et on travaille en moyenne davantage en France qu'en Allemagne. Voilà, hein, donc discours de promotion de la France par rapport à l'Allemagne en Chine. Qu'est-ce que vous en pensez ? La comparaison avec l'Allemagne, c'est, je crois, depuis 5 ou 6 années, c'est le thème central, majeur. Central de tous les discours en France. Donc, et c'est évident parce que le développement économique est tellement différent dans les deux pays. Donc, si on trouve un truc où on est meilleur, mais je doute qu'il a complètement raison. Et est-ce que Mme Merkel, elle fait ça aussi, d'aller en Chine, dire on est compétitif, on est plus compétitif que les Français, ou ils n'ont pas besoin? Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin, évidemment, parce que les Chinois le savent. Donc, dans le monde économique, l'Allemagne, en ce moment, n'a pas un problème d'image. Mais la France, évidemment, ils ont un problème d'image. On parle aussi beaucoup des 35 heures, mais ce n'est qu'une durée de référence. Et on travaille en moyenne davantage en France qu'en Allemagne. Alors vous en pensez quoi, vous qui êtes justement femme politique allemande, quand vous entendez ce discours de promotion de la France de Manuel Valls en Chine devant les entreprises chinoises? Ça m'énerve de lire toujours qu'en France, c'est une situation catastrophique, comme si les gens n'avaient plus à manger. Alors c'est vraiment de l'idiotie comment on parle de la situation en France. Qui ont les Français aussi. Ou les Allemands? Surtout aussi chez nous, ce sont les journalistes allemands qui propagent des choses comme ça. Oui, c'est pas si catastrophique que ça, vous dites. Il y a des problèmes, mais c'est pas si catastrophique. Oui, nous aussi, nous avons des problèmes. Il faut travailler à faire changer les choses dans ces domaines. D'accord, donc là vous dites qu'il a raison d'aller contre les idées reçues. Il faut aller contre une image qui dessine une France dans une situation très mauvaise. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que les Français eux-mêmes sont parfois convaincus de ça, quoi, peut-être. Ils sont très pessimistes à ce moment, oui. Alors il y a un sujet qui fait vraiment polémique en France, qui a fait polémique, c'est la fameuse question du travail du dimanche, hein, censé aussi attirer les touristes chinois pour pas qu'ils aillent faire leurs courses à Londres le week-end. Donc c'est vraiment pour concurrencer Londres. Je voulais vous montrer la manière dont Manuel Valls en parle et François Hollande, justement, pour comparer. Il faut savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous souhaitons que les millions et les millions de touristes, et notamment chinois, qui viennent sur la capitale, partent ou non le dimanche sur Londres pour faire leurs courses? Je pense que pour des raisons évidentes, économiques, d'attractivité, de création d'emplois, ouvrir un certain nombre de magasins dans un certain nombre de zones touristiques bien ciblées me paraît être le bon sens. Le travail du dimanche, c'est pas un marqueur de gauche, c'est pas un choix de société comme le dit Martine Aubry? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent le dimanche. Donc moi, si j'étais supposé vouloir faire une politique de progrès, j'interdirais purement et simplement le travail le dimanche. Mais enfin, qui peut l'imaginer? Mais Monsieur le Président, c'est pas du tout le discours que vous avez tenu pendant la campagne. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu gagner en tenant le discours que vous tenez aujourd'hui, le discours qui correspond à cette politique et qui n'était pas du tout le discours de la campagne? C'est pas vrai. En 2012. J'ai gagné la campagne présidentielle de 2012 pas en tenant ce discours. Si, en tenant le discours, parce que le discours du Bourget, vous pouvez le lire du début jusqu'à la fin. Vous ne seriez pas à 19%, Monsieur le Président. Vous ne perdriez pas toutes les élections partielles et intermédiaires. Sur ce que vous appelez... Personne n'a voté pour cette politique pour l'instant. Mais parce qu'elle n'existait pas. Voilà, personne n'a voté pour parce qu'elle n'existait pas. Ça, c'est l'argument évidemment massu. Sur la manière de vendre cette fameuse loi Macron, là, les deux... C'est là où on voit très bien qu'il est dans la position très difficile dans laquelle il se trouve Hollande. On est là sur la loi Macron, sur des choses qui sont très symboliques, très disparates. Est-ce que c'est vraiment ça qui va changer la France? Est-ce que la France se bat pas sur... Est-ce que là, on n'est pas sur des débats finalement très symboliques?
D'ailleurs, on voit bien des tensions au sein du PS. Mais toute avance, je pense, doit commencer ou peut commencer par quelque chose. En fin de compte, c'est un petit package de réformes assez modeste. Je veux dire, Hollande se trouve dans la position très délicate de devoir convaincre son propre parti que ces réformes-là ne vont pas très très loin, vraiment, ça ne va pas changer grand-chose. Et en même temps, de convaincre Bruxelles et les libéraux que ça va assez loin. Donc c'est pas très difficile, c'est pas très facile comme proposition à tenir. Et donc du coup vous le jugeriez mauvais là par exemple, il est à une heure de grande écoute le matin à la radio avec des auditeurs plutôt de gauche, vous diriez... Il est dans une position impossible et ça se voit. Ah, d'accord. Je trouve. Une position. Il s'agit dans la proposition que nous faisons de passer de 5 à 12 dimanches et cela se fera avec les maires pour permettre des commerces d'ouvrir. Toute la majorité est d'accord sur cette question-là? Mais il y aura forcément un débat. Bon, j'espère que le président Hollande travaille le dimanche, en tout cas. Non, pour moi, je dis franchement, c'est ridicule, ça, de dire qu'un Premier ministre dit ah oui, les commerces peuvent ouvrir 12 dimanches par an plutôt que 5. C'est un discours tellement réactionnaire que je trouve extraordinaire, qu'on ne laisse pas... Ça revient à ce que je disais, là je suis trop anglais, je sais en disant ça, c'est l'État qui décide le modèle de société que les gens peuvent suivre dans leur vie privée. Il y avait un clip où on parlait de la loi qui éventuellement allait laisser les magasins ouverts le dimanche. Ouais, et donc ça c'est le passage qui vous a le plus intéressé, alors pourquoi ? Mais la loi Macron, c'est de passer de 5 à 12 dimanches. C'est tout. Dans les zones touristiques, c'est plus. Après, il y a d'autres choses dans la loi Macron. Il y a aussi sur les professions réglementées, il y a aussi de simplifier certaines normes pour la construction. Enfin, c'est une loi où il y a plein de petites choses. Mais la question du travail le dimanche a cristallisé beaucoup de critiques. Oui, alors ça me surprend un peu que le président de la République veut parler du travail le dimanche. Pourquoi Parce qu'il y a des choses en tant que... aider les entreprises, par exemple, adresser le taux de chômage qui sont beaucoup plus importants. Par exemple, si on fait une comparaison entre la taxe des corporations en Grande-Bretagne qui est à 21%, et en France, c'est à 33%. D'accord, oui, les impôts sur les bénéfices des entreprises, ouais. Oui, alors ça, c'est une différence très importante entre les deux pays. Et la France pourrait peut-être, ou le président pourrait peut-être regarder cette taxe et changer le taux pour avoir un impact bien supérieur à la loi Macron. Mais alors du coup, vous dites que ça n'a finalement pas beaucoup d'impact sur l'activité, sur l'emploi, mais du coup, quel effet ça vous fait de voir ces discussions qui ont effectivement été très importantes en France, ces débats politiques, le président qui doit aller argumenter, vous vous dites quoi alors? Pourquoi Je pense que ce qui se passe en France, c'est que peut-être les débats qui sont passés en Grande-Bretagne il y a 10, 15, 20 ans, en tant qu'est-ce que nous pouvons faire pour libéraliser l'économie, aider les entreprises. Nous avons eu ces débats. Vous avez eu les mêmes choses ici même... Oui, mais il y a assez longtemps. On ne parle plus maintenant de est-ce qu'il faut travailler le dimanche. Lorsqu'il monte à la tribune, Emmanuel Macron se sait sous surveillance. Il doit convaincre les frondeurs de sa majorité. Cette loi offre une opportunité pour les responsables politiques que nous sommes. Elle permettra de nous prouver à nous-mêmes, à tous les Français, que nous sommes capables de bouger, que nous ne sommes prisonniers d'aucun dogme, ni d'aucun intérêt en place. Il dit ça prouve que nous sommes capables de bouger. En fait, il reconnaît presque que c'est du symbole, en fait. Quand il dit cette loi, elle va prouver qu'on est capable de bouger. Oui, mais quand on bouge quelques millimètres, on est capable de bouger. Bon, mais est-ce ça ce qu'il faut maintenant? Comment faire avec le temps de travail en général, les 35 heures par exemple, ou la protection du travail, tout ça. Je crois pour le chômage, c'est ça la question. D'accord.
Évidemment, ça semble qu'on n'ose pas pour le moment d'aborder les grandes questions. Donc, on essaie des petites réformes symboliques. Peut-être c'est pour établir cette idée des réformes et donner l'idée que les réformes ne sont pas nécessairement violentes. D'accord, oui, c'est ça c'est pour montrer que la réforme, c'est pas violente, mais du coup, vous, justement, vu d'Allemagne, où il y a eu des réformes, hein, pour le coup, peut-être plus violentes, qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Du coup, vous vous dites que c'est une bonne méthode ou pas? Enfin, votre regard sur cette démarche? Je crois que c'est un temps décisif pour la France et aussi pour l'Europe, pour l'économie européenne. Si la France enfin soit capable de se réformer, l'économie européenne et la zone euro peuvent réussir de survivre la crise et sinon ça va être la fin. Réaction du coup sur cette loi Macron, qu'est-ce que ça vous inspire? Sur la méthode et le discours. Ça me rappelle beaucoup de discours qu'on a en Allemagne, parce que tous les sujets que vous avez abordés, ce sont des sujets de débat chez nous aussi. Par exemple, le travail le dimanche. Là, on n'est pas d'accord non plus dans la société allemande qu'il ne faudrait pas plutôt sauvegarder le dimanche comme journée vraiment de repos, et c'est réglementé assez strictement chez nous en Allemagne. Mais alors ça dépend des landes, il paraît qu'il y a des régions où c'est plus libéré. Par exemple chez nous en Rhénanie du Nord-Westphalie, on a le droit à 5 dimanches que les magasins sont ouverts, pas plus. Ah d'accord, bah finalement oui, comme la France, ouais. Je crois, oui, libéralisation dans certains domaines, c'est bon, mais c'est pas la révolution et ce n'est pas le remède à tous les maux de la société. Du coup, qu'est-ce que ça vous inspire que ce soit par ce bout-là finalement que le gouvernement attrape les choses? Enfin, il y a eu d'autres réformes avant, vous l'avez dit, mais qu'est-ce que ça vous inspire finalement que le gouvernement de gauche, qu'un ministre de l'économie de gauche défende cette réforme? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous vous dites ils font fausse route dans le discours, là, ils vont trop loin, ils ont tort? Non, c'est un début pour un discours qui sera encore plus important, parce que je crois dans le service public, la France a beaucoup à faire. Parce que là, il y a des réglementations, des privilèges qui sont difficiles à supporter pour l'avenir. Et il y a aussi, d'après ce que je vois, un clivage entre la situation souvent précaire dans le privé et la situation très protégée dans le service public. Et alors en quoi c'est ça Et c'est peut-être le début d'un débat qu'il faudrait voir de plus près aussi les choses dans le service public. Alors l'autre chose, dernière chose à laquelle je voulais vous faire réagir, parce que justement si on compare à l'Allemagne, hein, on pointe souvent en France le fait que bon, François Hollande s'est fait élire, alors avec le fameux discours du Bourget. Oui. Est-ce que ça pour vous c'est un problème justement, la manière dont ce gouvernement, mais comme d'autres, hein, c'est un peu la tradition en France, s'est fait élire? Là, il y a une différence très nette dans les cultures politiques entre la France et l'Allemagne. Le moment de l'élection, c'est 3 mois, n'est-ce pas, entre la candidature, l'annonce de la candidature fin janvier ou février, et traditionnellement en France, les élections ont lieu au mois de mai, n'est-ce pas, sont une sorte d'état de grâce de la société française. C'est quelque chose de fascinant. On entend des belles promesses et tout le monde est content. Justement, on est toujours dans le citoyen a le pouvoir, il a l'avenir dans sa main, et on peut s'imaginer à la fois à droite et à gauche des lendemains meilleurs. Et en Allemagne, on est méfiant par rapport aux mots, n'est-ce pas? On a peur de pouvoir reprendre tout ce qu'on a promis après l'élection et d'être accusé de mensonge, littéralement. Donc D'accord, donc ce genre de grand discours comme le Bourget, etc., ça n'aurait pas forcément, en France ça a pu marcher, en France ça marche, en Allemagne ça ne marcherait pas. Il y aurait une méfiance. Voilà, une méfiance par rapport à du point de vue allemand, on dirait presque grandiloquence, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de presque
presque religieux, à la limite, quelque chose oui. Il faut croire, voilà, croyez-moi, et puis on verra après. Peut-être, on pourrait spéculer sur le fait que peut-être, en tout cas dans l'ensemble, la société allemande est plus religieuse. Je pense que donc le religieux est resté religieux, tandis qu'en France, une partie du religieux est passée dans le politique. Dans le discours politique, voilà. D'accord. Et donc on dirait en Allemagne, le politique doit rester le politique et le religieux, chacun. D'accord, c'est-à-dire qu'en Allemagne, on peut se faire élire avec un programme très sobre. François Hollande avait promis l'inversion de la courbe du chômage. Et puis, il n'a pas réussi. Et il est revenu sur cette question du chômage dans sa dernière conférence de presse. Il n'y a pas de montée inexorable du chômage. Il y a eu une montée, et là vous avez raison, du chômage depuis 2 ans et demi. Et j'en ai pris toute la responsabilité. Mais j'ai à chaque fois dit que je prendrais toutes les mesures économiques, industrielles, sociales, pour qu'il n'y ait pas de fatalité. Et j'ai même dit que je serais jugé sur ce résultat-là. Parce que si, après 5 ans, un président de la République n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour être élu, eh bien, il ne peut pas être de nouveau candidat à la responsabilité suprême du pays. Gerhard Schröder, comme il était élu, c'était la première chose qu'il a dit. Si le chômage, après ce premier mandat, ne serait pas plus bas qu'avant, il ne va pas se représenter. Ah d'accord, dès qu'il est élu, il a dit ça, d'accord. 4 ans plus tard, c'était pas un succès, c'était une catastrophe totale avec le chômage, mais M. Schröder, évidemment, en tant que chancelier, s'est représenté. Alors vous faites le parallèle avec Gerhard Schröder. Gerhard Schröder aujourd'hui, c'est quand même celui qui a, vu de France, réformé, fait baisser le chômage, donc il a quand même réussi à la fin. Oui, c'est vrai. Aussi en Allemagne, il est vu toujours comme l'homme qui a réussi à réformer un pays dit irréformable, mais il a hésité très longtemps. Le paradoxe, c'est qu'il a été réélu quand il a raté, et puis quand il a tenu sa promesse, finalement, il n'a pas été réélu. Oui. D'accord. Il y a un environnement qui est meilleur, incontestablement. Est-ce qu'il suffit? Non. Donc, nous allons continuer les réformes. Continuer. Autant que ce mandat durera. Continuer. Et j'ai même dit que je serais jugé sur ce résultat-là. Là, on est à 2 ans de la prochaine élection présidentielle, on est en 2015. Faire cette promesse aujourd'hui de dire, grosso modo, je me représenterai que si je réussis sur le front du chômage, ça vous paraît une promesse à faire, intéressante, ou alors au contraire un piège qui se tend à lui-même? Eh bien, je pense que le président Hollande est dans une situation vraiment difficile et je crois qu'il n'a pas d'autre choix que de prendre ce risque d'être jugé d'après le succès qu'il y aura pendant son mandat. Quant à ces réformes... Oui, parce qu'il dit continuer, ça sous-entend qu'il y en a déjà eu. Enfin, c'est difficile à juger de l'Allemagne si ce que l'on a commencé en France, on peut nommer ça des réformes. Je crois que oui, je crois que vraiment un pays comme la France, comme l'Allemagne d'ailleurs aussi, ça ne change pas d'une minute à l'autre. Quand on décide, quand on vote une réforme, il faut que cette réforme ait la chance d'être efficace et ça met du temps. Et pour cela, je crois qu'il a raison de dire il faut continuer avec ce travail. Voilà, mais merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est un petit cheval de Troie, tu vois. Après, ils vont dire, bah oui, tu vois, on peut réformer. Hop, voilà, j'éteins. Et on va aller prendre nos taxis et sauter dans notre Eurostar. Ça aurait été très rapide. Vous n'êtes pas très loin de la gare. Non, ça va.
Pour trouver un taxi, on va dans la rue, on n'a pas besoin de l'appeler, pas besoin d'en appeler. Non, c'est plus facile. Si vous allez au bout, Haymarket, c'est la grande rue. Oui, on y était. Et il y a toujours des taxis. Toujours des taxis, ok, super.